Bonjour, aujourd'hui nous recevons Clara Heger et Raoul Magny-Berton, les auteurs du RIC, référendum d'initiative citoyenne, expliqué à tous, donc au cœur de la démocratie directe. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors Clara, donc, qui est universitaire qui vient de Groningen aux Pays-Bas. Elle enseigne la science politique. Elle est c'est une franco-suisse, donc à l'origine du mouvement pour le Dauphiné démocratique. Vous pouvez m'arrêter si jamais vous pouvez compléter ou dire quelque chose. Donc pour la défense de la démocratie directe et l'autonomie des décisions. Donc l'idée c'est de rapprocher le pouvoir des gens. Donc elle travaille sur le lien entre démocratie et politique internationale. Elle a travaillé donc en Afrique sur l'efficacité humanitaire. Est-ce que l'économie de marché et l'efficacité humanitaire a un sens auprès des acteurs locaux? Voilà. Et aussi, elle s'occupe donc d'humanitaire et d'efforts de guerre. C'est ça, mais rien n'a parfait. Bon, et Raoul, donc, est professeur de sciences politiques à l'université de Grenoble depuis 2009. Il a conçu, donc, en qualité d'expert, le RIC de Grenoble, qui a été cassé par le préfet. Donc, c'était quand il y a eu une votation en 2016. Voilà. Et 2017 a été cassé. Ça a été cassé, voilà. Donc, le préfet, il n'a pas été d'accord. Il a dénoncé auprès du juge administratif ce premier RIC. Donc ça a été. Mais le RIC est illégal, hein, même voilà. Au niveau local. Donc voilà, toute démocratie directe est interdite au niveau local. Ouais. Pour faire court. Voilà, il est porte-parole aussi au niveau aux élections européennes pour le MIC, donc c'est un mouvement pour l'initiative citoyenne. D'initiative citoyenne. Qui a comme objectif uniquement une chose, d'installer le RIC au niveau européen et français. Voilà, donc Clara, Raoul, on va commencer par la première question. Pourquoi avoir écrit un livre sur le RIC ? Parce qu'on était énervés. Non, parce qu'on travaillait sur ces sujets depuis quelques temps et ce qu'on lisait n'était pas du tout satisfaisant. On avait l'impression que les médias traitaient du RIC comme si on ne savait rien dessus. Donc ce qu'on a voulu, c'était un peu faire le tour de cette question, compiler les études, dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les effets qu'il a, les choses positives, les choses moins positives qu'il crée. Mais en tout cas, c'était fournir une information de qualité pour que le débat monte un peu d'un cran, en tout cas, sur ces questions. Voilà, vous avez écrit un livre en 3 semaines, c'est rapide pour écrire un livre. Ça dépend. S'il s'agit juste d'écrire, ça va. S'il faut aussi rechercher l'information, c'est dur. Mais là, vous aviez déjà l'information ? On avait presque toute l'information. Sauf que certaines informations, un peu de détails nous manquaient, ce qui fait qu'on était 6 en fait sur ce livre. Donc on a une équipe, 4 collaborateurs qui sont cités dans la première page et qui ont fait des recherches. Un gros travail derrière aussi. Ouais. D'accord. Donc vous l'avez écrit en 3 semaines. Est-ce que ça se vend bien ? Pareil, on saura dans un an. Voilà. Vous avez fait un tirage de combien ? On n'a pas demandé. On sait qu'il y a eu de bonnes ventes avant qu'il sorte, parce qu'il était en ligne. Il a pas mal tourné. Après, depuis qu'il est en librairie, on ne peut pas le lire. Alors vous savez, La Glorieuse, c'est un journal un peu satirique. Donc j'ai un de mes dessinateurs de presse que j'ai eu et j'ai dit que je vous recevais. Il m'a dit le RIC, mais est-ce que c'est pas un pléonasme ? Un référendum d'initiative populaire. Référendum, ça veut dire les gens. D'initiative populaire, ça veut dire encore les gens. Il n'y a pas une espèce de pléonasme là-dessus ? Je vais répondre. Allez. Il n'y a pas de pléonasme parce qu'il y a 2 choses différentes dans toutes les décisions politiques. Il y a la question de qui propose, qui a le droit de proposer, et il y a la question de qui dispose, qui a le droit de dire oui ou non. Par exemple, en France, on a déjà le référendum, mais c'est d'initiative présidentielle. Donc seulement le président peut poser des questions auxquelles les gens répondent par référendum.
Dans d'autres endroits, il y a l'initiative citoyenne, mais qui n'aboutit pas à un référendum. C'est ce que veut proposer Macron au niveau local, c'est-à-dire on a des signatures, on les lance, mais après c'est l'Assemblée qui dit oui ou non. Donc en fait, le référendum d'initiative citoyenne, c'est d'initiative citoyenne plus de réponse citoyenne du début à la fin. Parce qu'un référendum, c'est quand même populaire. Oui, mais c'est pas d'initiative citoyenne, voilà. C'est d'initiative parlementaire. Par exemple, le Brexit, c'est le gouvernement qui a fait l'initiative, c'est pas une initiative citoyenne. D'accord. En 2 mots, le RIC, ça vient d'où ? Ça vient d'où c'est ancien en fait, hein, ça vient des premières assemblées communales. On en a des traces au XIIIe siècle dans les communautés alpines en Suisse et en France et dans le Pays Basque aussi. Mais c'était déjà l'idée que chaque habitant pouvait proposer de discuter d'une question. Il y avait un vote à main levée sur la place du village. C'est encore une pratique qu'on retrouve en Suisse, dans certains cantons suisses, le vote à main levée. Donc c'est ancien, ça a été présent dans les débats de la première constitution après la Révolution. La constitution de 1791 avait déjà des dispositifs qui étaient très proches du RIC, abrogatif et constitutionnel. Donc c'est ancien, et bien sûr le pays le plus proche de nous quand on parle du RIC et qui le pratique de la façon la plus complète, c'est la Suisse. Donc il a aussi une histoire liée à ce voisin un peu helvétique. Depuis le 19e siècle, il faut dire, depuis plus de 100 ans. Ça se pratique où, à part en Suisse ? Dans plein d'endroits. Si on prend sous différentes formes, si on prend les voisins de la France, ça se pratique en Italie, en Allemagne, en Suisse, on a Liechtenstein, on a beaucoup de pays de l'Est, si on va aller plus loin, genre la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie. Et puis c'est pratique dans plusieurs pays d'Amérique latine, en tout 36 pays. L'ont inscrit dans la Constitution, mais seulement la moitié fonctionne un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins un référendum d'initiative citoyenne depuis 20 ans. Pourquoi vous êtes intéressé au RIC ? Parce que ça dépend, on a 2 raisons un peu différentes, mais disons que on s'est intéressé parce que de manière générale, on s'intéresse à quelle est la meilleure société possible, et donc on a étudié dans le monde toutes les variantes qui peuvent être des variantes électorales, par exemple système proportionnel, majoritaire, 2 chambres, 1 chambre, président ou pas président. Et en fait, il y a RIC ou pas RIC, et il se trouve que le RIC, c'est quelque chose, vraiment une avancée extrêmement forte au niveau démocratique, dans ses principes, mais aussi dans ses conséquences. Certains disent que c'est un saut dans l'inconnu. Non, alors ça c'est sûr que c'est faux, et on peut le dire avec avec conviction. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, parce que c'est un dispositif qui se pratique dans beaucoup d'endroits depuis très longtemps, le 19e siècle, le disait Raoul, donc il y a quand même du recul dessus, et il y a une série d'études qui est assez massive sur ce qu'il produit, ce qu'il ne produit pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait avec un très fort degré de certitude. Alors qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Peut-être les choses qu'on sait le mieux, c'est les effets qu'il a sur les gens. Et on sait par exemple que quand on compare les pays qui ont le RIC et les pays qui n'ont pas le RIC, les citoyens qui vivent, qui disposent du RIC connaissent mieux la politique, sont plus compétents en politique, sont plus capables d'expliquer pourquoi ils font certains choix, sont plus satisfaits du système dans lequel ils vivent. Et cette satisfaction, elle est d'autant plus forte que les gens ont des opinions très radicales. En fait, le RIC, c'est un super outil pour donner du pouvoir à ceux qui ne l'ont pas et permettre à chaque moment de proposer des sujets qui nous tiennent à cœur, même si on n'est pas forcément représenté dans les grands partis. Et on peut même vous donner un scoop qui est dans le bouquin, il y a même des études qui montrent que disposer d'un RIC rend plus heureux. D'accord. Parce qu'il y a un sentiment de contrôle sur la vie, en fait. Contrôle sur et sa ça, propre c'est ça donne du bonheur. Ça donne du bonheur. Ouais. Même ça. Ça donne l'idée qu'on a du pouvoir sur son destin, quoi. Après, Clara, si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi des effets au niveau des politiques ce qui rend les politiques moins dépensières et moins productrices de dette publique, notamment sur des projets pharaoniques, c'est des grandes stades, etc. Parce qu'en France, on en a besoin d'économie. Eh oui, mais en France, on a un président qui croit que lui, il fait l'économie, alors que le meilleur système pour faire des économies, c'est un système avec un RIC très très fort. Parce que les gens décident de ce qu'ils veulent financer. C'est-à-dire que des grands projets de type, je sais pas, nouvelle construction de stades, cadeaux fiscaux... On va revenir après. Et le président Macron a dit pas de RIC. Qu'est-ce qui bloque selon vous ?
Il y a plusieurs choses qui bloquent. Les élus disent toujours pas de RIC, pourquoi ? Parce qu'ils perdent du pouvoir. Donc on n'a jamais vu un élu dire je suis d'accord pour perdre du pouvoir. Donc ça c'est la version officielle. La version officieuse... Mais si ça donne du bonheur, c'est quand même... Mais c'est pas le but de Macron. Macron est comme nous. Son but c'est être heureux, c'est pas que les autres le soient. Et puis l'autre chose qui nous a fait un peu bondir, c'est quand il dit que c'est pas compatible avec le système représentatif. En fait, le RIC, le but, c'est justement de corriger les problèmes du système représentatif. Donc c'est un argument qui est juste absurde, en fait. Parce que Macron a dit nous pouvons aller plus loin avec le référendum d'initiative partagée. Vous le savez, ça. Oui. Et alors, c'est quoi ? Il a parlé aussi du droit d'interpellation des élus. Ouais, on peut en parler. Alors, ça, c'est deux exemples qui sont... C'est un bon début. Est-ce que c'est un bon début vers le RIC, on pourrait dire ? Non, c'est autre chose. C'est une déviation, même. Il y a des éléments qui peuvent ressembler, mais c'est en fait fondamentalement autre chose et ça n'a pas les mêmes effets. L'initiative partagée signifie que un certain nombre de parlementaires, aujourd'hui déjà ça existe, 185 parlementaires, peuvent initier une procédure et ils ont besoin de l'appui de 4 500 000 personnes et Macron veut le réduire à 1 million. Oui. Bon, de beaucoup de gens pour faire passer une loi. Mais les gens ne sont pas à l'origine de ça et puis surtout ils ont besoin de beaucoup de députés. Donc le RIC, précisément l'idée au cœur du RIC, c'est que les non-élus peuvent faire la loi sans jamais avoir besoin des élus. Donc c'est quelque chose qui concurrence. C'est la même chose avec l'interpellation, ça existe déjà. Et en fait, interpeller, on peut le faire, interpeller les élus, si c'est pas contraignant, on peut sur le marché, vous pouvez interpeller les élus. Mais ils peuvent ne pas prendre en compte cette interpellation. Alors l'idée du RIC, c'est que c'est obligatoire. J'ai le droit de faire une initiative qui est considérée quand elle est soutenue par un certain nombre de personnes. Et selon vous, là, ce refus d'ouverture démocratique, on peut parler, le RIC, c'est une ouverture démocratique. Ouais. C'est même des droits individuels. Et ça vient d'où ? En France. Mais en France, et c'est pas qu'en France, l'élargissement des droits a toujours eu des oppositions. D'ailleurs, on s'est amusé à voir les arguments des gens qui étaient contre l'élargissement des droits de vote aux femmes, ou alors des minorités, ou alors le suffrage universel. C'est les mêmes arguments, c'est des braillards dans la rue qui le demandent, alors que ça va nuire aux minorités, ça va faire la tyrannie de la majorité, c'est toujours la même chose. Et en fait, il y a toujours eu un conflit, même dans les démocraties, pour élargir les droits. Et ils n'ont pas été donnés comme ça, en fait. D'accord. Parce que si on parle du Brexit, si demain, en France, il y avait le RIC, les gens y voteraient peut-être pour la sortie de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on se retrouvait dans la même situation que le Brexit. Mais c'est très différent sur... tu pourras compléter. Ça amènerait un peu plus de foutoir, quoi. Il y a du foutoir en Angleterre. Mais il n'y a pas de foutoir en Suisse. On ne peut pas dire que c'est pas un pays foutraque. Elle est dans Schengen. Elle a choisi d'être dans Schengen. Ce que ça mènerait, c'est un débat sur qu'est-ce qu'on prend dans l'Europe, ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi il faut renégocier. L'exemple, c'est que les Irlandais ont un référendum obligatoire sur toutes les questions européennes. Dès qu'il y a un traité européen, ils votent. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ils choisissent les éléments pour lesquels ils considèrent que ça va dans l'optique du bien du peuple irlandais. Et ça oblige après les élites à négocier, prenant en compte la potentielle sanction populaire, ce qui est pas... Nous sommes d'accord, le Brexit, c'est le gouvernement qui l'a choisi de le faire. Oui. C'est un pays totalement représentatif, donc ça n'a rien à voir. C'est bien un pays gouverné par des élus il n'y a pas de RIC, qui est sorti de l'Europe. Un pays comme l'Irlande, comme je disais Clara, l'Irlande, les gens sont obligés de voter. Ce n'est pas le gouvernement qui décide. Toutes les fois qu'ils doivent signer un traité, ils sont obligés de voter. Et ils ne sont toujours pas dans l'Europe. Et ils ne font pas du tout de foutoir. Au contraire, ils piquent un truc, ils ne veulent pas un autre. Voilà. Alors le RIC, je trouve que le RIC a quelque chose de l'économie 2.0, vous savez, où les réseaux sociaux, tout le monde est connecté, tout le monde peut parler, tout le monde prend la parole, tout le monde peut signer des pétitions. C'est un peu ça. Ça vient un petit peu avec ça, non ? Alors, le RIC, comme disait Clara, existe au 19e en Suisse et au 19e aux États-Unis. Dans 24 États des États-Unis, ils ont voté au Colorado le droit de vote des femmes par RIC en 1893.
Donc, c'est pas quelque chose de nouveau du tout, ni de lier. Et c'est pas forcément, si vous voulez, vous prenez l'image des réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer, mais on pourrait prendre l'image du marché que vous preniez, où en fait les gens se rencontrent, échangent leurs idées, du bar, des associations, enfin voilà, c'est quelque chose qui dynamise. C'était pas un peu dans la promesse de campagne du président Macron, là, justement d'ouvrir un petit peu la démocratie, de faire respirer la démocratie? Mais il avait promis la transparence plus que la démocratie, c'est-à-dire l'idée de rendre les élus plus redevables. Par contre, c'est vrai que sur les 11 candidats, il y en avait combien? 6 qui avaient une forme de RIC. Après, il faut regarder dans le détail qu'est-ce que couvre ce RIC. Parce qu'on peut, comme on l'explique dans le livre, en fait, on peut dire qu'on fait un RIC et le rendre inutilisable. Mais effectivement, c'est une promesse qui est dans l'air du temps parce qu'en fait, en Europe, c'est quelque chose qui est revendiqué au-delà de la France. Hein. Dans plusieurs pays, les gens sont très favorables à la démocratie directe. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par un RIC au niveau local? En fait, là, je peux sortir ma métaphore? Ouais. Parce que hier, je l'ai sortie. En fait, quand on étudie comment ça marche les RIC en général, ça marche un peu comme quand on basquille. Quand on basquille, on est débutant, on a envie de se mettre en arrière pour être prudent, pour ne pas tomber. Mais c'est comme ça qu'on tombe. Et on nous explique qu'il faut se mettre en avant, mais on a peur de se mettre en avant. Le RIC, c'est pareil. Le RIC qui marche, c'est celui constitutionnel au niveau national, qui fait que les gens qui votent, c'est au même niveau que l'entité qui prélève les impôts. C'est les mêmes. D'accord. RIC local, non, il décale. Les gens votent pour des choses de détail, mais ils payent les impôts à Paris. Et donc, ce décalage-là ne crée pas les effets positifs caloriques et parfois crée même des effets négatifs. Les effets du bonheur, c'est ça? Les effets du bonheur, les effets sur les politiques. Et fiscales aussi, parce que quand on vote pas au même niveau où on paye, ça responsabilise moins. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le RIC, c'est une instabilité politique? En fait, le RIC, souvent c'est mal connu, mais ça ralentit en fait la production de loi. Parce que pour avoir un RIC, c'est pas comme la loi, on discutait hier de la loi anti-casseurs qui est passée très très vite à l'Assemblée, quelques amendements et elle a été adoptée. Le RIC, il faut d'abord avoir une idée, il faut rédiger l'article de loi complet. Donc vraiment complet, s'assurer qu'il est bien d'équerre. Après, il faut aller chercher 700 000 signatures, plus gagner la majorité dans un vote. Donc c'est pas rien. Ça produit pas d'instabilité à ce compte-là, en fait. Ça produit des décisions qui sont plus acceptées, plus consensuelles. Puisque ça a un effet aussi sur les représentants, qui consultent plus parce qu'ils ont peur de se faire sanctionner, en fait. Ils ont toujours cette épée de Damoclès que si une mesure qui est prise est impopulaire ou ne concerne qu'une petite élite, en fait, il va y avoir un RIC derrière pour l'abroger. Donc ça crée, en fait, paradoxalement, des décisions qui sont plus stables. Il y a combien en Suisse ou ailleurs, il y a combien de RIC qui aboutissent? Quel pourcentage de RIC Ça dépend. Alors, si on prend depuis le début, c'est 8-9%. Mais pas parce qu'il y a des problèmes au milieu, c'est parce que les gens répondent non. Alors, les gens répondent de moins en moins non. Donc, si on prend juste depuis les derniers 20 ans, ce pourcentage est plus grand. Mais ça reste très minoritaire. D'accord. Y a-t-il des sujets particuliers qui nécessitent des RIC? Et tous les sujets. Tous les sujets. Tous les sujets. Tous les sujets. C'est plutôt, je prendrais la question à l'envers. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujets qui sont trop mineurs ou trop importants pour être traités par RIC. Il y a deux sujets là qui font un peu débat ici à Montpellier. Celui que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le stade de foot. La mairie va dépenser des centaines de millions d'euros pour faire un stade de foot. Alors qu'il y en a un déjà, bon, voilà. Oui, je vous raconte la dame de Zurich. Ouais. À Zurich, pareil, le maire de Zurich, il y a à peu près 15 ans, avait décidé de faire un nouveau stade de foot. Et là, il y avait une dame, la cinquantaine, qui est allée pour la première fois de sa vie au stade pour voir un match. Mais en réalité, pas pour voir le match, mais pour voir le stade. Et il l'a trouvé très bien. Alors, il a initié une pétition pour pas créer un nouveau stade, utiliser les sous mieux. Et cette pétition a eu un succès incroyable à Zurich, si bien qu'il y a eu un référendum qui a annulé la décision du nouveau stade. Voilà comment ça se passe.
Voilà. Il y a un autre projet, là, on a annoncé 100 millions d'euros pour rénover la place de la Comédie. Ça, je peux prendre un autre exemple là-dessus. Comment ? Ça, c'est un exemple qui est très fréquent en Suisse. La ville de Genève avait la rénovation d'une place aussi qui s'appelait la place de Plainpalais, où effectivement il y avait un projet de rénovation. Et alors, je ne me rappelle plus s'il est passé ou pas, mais il y a eu un vrai débat public sur est-ce qu'on en a besoin en fait de rénover cette place, ou est-ce que avec la crise qu'on connaît, il ne faut pas investir cet argent plutôt pour produire plus de redistribution et aider les gens qui sont plus dans le besoin. Les gens, en fait, agissent comme s'ils géraient leur propre argent, et c'est notre propre argent, cet argent. Quelle valeur et quelle responsabilité le RIC peut-il apporter aux élus et aux citoyens ? Aux élus, beaucoup. Alors, les citoyens, évidemment, sont dans une situation de plus grande responsabilité, parce qu'ils ne sont pas juste en train de protester, ils doivent être propositifs. Mais aux élus, beaucoup, et notamment ceux de l'opposition. Par exemple, justement, dans l'expérience de Grenoble, l'opposition avait 4 pétitions en cours contre ce que faisait la mairie. Dès que le dispositif a été mis en place et que, par conséquent, une pétition menait automatiquement à une votation, l'opposition a retiré ces 4 pétitions. Pourquoi il les a retirées ? Parce qu'il savait qu'il allait perdre sur ces 4 sujets. Et en fait, s'il allait perdre, il ne pouvait plus être un argument de campagne. Donc en fait, l'opposition devient plus responsable avec le RIC. Il peut l'utiliser, mais pour une question qui est potentiellement gagnante, et pas juste pour protester, pour avoir 10 000 pétitions, de taper sur qui gouverne sans arrêt. Je ne sais pas si j'aime le terme moi, de responsabilisation, parce que je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire toujours, mais en tout cas, le RIC, ça produit des décisions politiques qui sont plus conformes aux souhaits de la majorité. Beaucoup plus conformes aux souhaits de la majorité que dans les cas où c'est des représentants qui en fait récompensent leur clientèle, leur petite clique, et ça permet un plus fort contrôle sur les élus tout simplement. Hein. D'accord. Vous êtes tous les deux impliqués là, dans le mouvement pour l'initiative citoyenne. C'est ça, vous présentez aux européennes avec ce mouvement ? Oui. Moi, j'ai pas le droit d'en parler, c'est notre clause de Chartres. Nous avons quelques règles, mais moi je suis porte-parole. Je voulais vous demander quel était votre message. Alors, si vous pouvez pas en parler. Si, moi je peux en parler puisque je suis le message qui est important, déjà c'est un mouvement, vous savez, c'est toujours difficile quand il y a une revendication comme ça d'aller se présenter à une élection, parce que l'élection produit de l'inégalité en extirpant certaines élites qui sont élues et puis les autres qui sont peut-être trahies derrière. Donc nous, on a des règles de fonctionnement et on a décidé d'y aller quand même. On nous a sollicité parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont pour la démocratie directe en France, qui étaient depuis longtemps, mais qui étaient peu visibles, et notamment une dans laquelle milite Yvan Bachot, qui est l'autre porte-parole, et qui s'était déjà présentée en 2019, et dans 2009, et dans d'autres élections européennes, toujours avec, à l'époque c'était Rassemblement pour l'initiative citoyenne, toujours avec l'idée de défendre le RIC. Ah oui, donc votre idée de base, c'est de défendre le RIC dans cette uniquement, et donc il y a seulement cette ligne, mais défendre de plusieurs manières. Donc défendre le RIC en Europe, mais défendre aussi le RIC en essayant de créer une spirale de financement pour tous les mouvements qui défendent le RIC sur le territoire. Très bien, écoutez, je souhaite bonne chance à votre mouvement. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. C'était très sympa.